Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité toulousaine de ce lundi 30 septembre. Politique à quelques mois des municipales. Ça se précise à droite et chez les Verts qui ont choisi leur tête de liste. Ce sera Antoine Maurice et Michel Bleuze. Jean-Luc Moudinque, quant à lui, pourra compter sur sa première colistière en la personne de Laurence Harribagé. Gros plan dans ce journal sur le pôle espoir de Jolimont qui accueille les rugbymen en herbe à partir de 15 ans. Tous des potentiels futurs internationaux. Eh bien, c'est ce que l'on verra avec vous, Pascal. Bonsoir et à tout à l'heure. Bonsoir Sophie, à tout à l'heure. Enfin, la ministre de la Culture Aurélie Filippetti était à Toulouse vendredi à l'occasion des 30 ans des FRAC, les fonds régionaux d'aide à la culture. Elle nous a accordé une interview exclusive. Mais tout d'abord, c'est à Séville, en Espagne, que s'est déroulée ce matin la cérémonie de livraison à l'armée française du tout premier A400M. C'est sur le site d'Airbus Militari en Andalousie, où il a été assemblé, que le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a assisté à la cérémonie officielle de cette première livraison de l'avion, même s'il avait été déjà remis à la France le 1er août, en présence notamment du prince Felipe d'Espagne, Jean-Yves Le Drian, qui est d'ailleurs reparti à bord de la 400M à l'issue de cette cérémonie, puisque c'est à bord de ce mastodonte aux hélices de plus de 5 mètres de diamètre qui s'est rendu en milieu de journée à la base aérienne d'Orléans pour poursuivre cette journée officielle. Sujet complet dans votre Aerospace Mag vendredi. Retour à Toulouse, je vous le disais en titre, à quelques mois des municipales, les listes des Verts et de l'UMP se précisent. À droite, c'est Laurence Harribagé qui a été choisie donc comme colistière de Jean-Luc Moudinque. 8 femmes dans cette liste des 17 premiers colistiers de l'ex-maire de Toulouse. Parmi elles notamment Daniel Damin ou encore Brigitte Micoulot, et 9 hommes, Bertrand Serpe, François Chollet ou encore Pierre Esplugas. Ils ont été désignés par une partie des 2500 militants UMP de Haute-Garonne. Je vous propose justement d'écouter Laurence Harribagé au micro de Marie Larpan et Alain Sorat. Elle revient sur cette primaire interne. On l'écoute. C'est quelque chose de totalement inédit. Quand les choses marchent bien à gauche, on s'en inspire, et donc c'est une primaire interne à l'UMP. Pourquoi 17 sur 69? Parce que c'est simplement la partie UMP de la liste, mais la liste de Jean-Luc Moudinque, qui le dit depuis déjà bien longtemps, comportera beaucoup de personnalités de la société civile. Il y aura aussi des personnes des autres partis, des partis associés, des partis partenaires. Certains atouts, c'est le renouvellement, c'est un regard neuf, une nouvelle façon de faire de la politique, des gens nouveaux. Je crois que les Toulousains pourront en croiser beaucoup. C'est tout le temps ce qui ressort. Et au final, celui qui décidera, ce sera Jean-Luc Moudinque. Maintenant, on n'a pas fait un vote interne pour ne pas respecter le choix des militants. Il est bien évident que les 17 personnes qui ont été choisies figureront sur la liste de Jean-Luc Moudinque. Voilà, et à noter que l'ordonnancement de ce début de liste devrait être validé le 10 octobre prochain. Chez les Verts, c'est donc Antoine Maurice et Michel Bleuze qui ont été choisis pour conduire la liste Europe Écologie Les Verts au municipal 2014. Tous les deux sont élus au conseil municipal de Toulouse et ont été préférés à Daniel Charles et Régis Godec pour conduire les Verts dans la bataille du Capitole. Les Verts qui, on le sait, veulent faire du transport l'une des priorités absolues dans cette campagne des municipales en plus de l'environnement. Évidemment, on écoute justement Antoine Maurice, toujours au micro de Marie Larpan et d'Alain Sorat. Aujourd'hui, on va poursuivre les discussions avec les acteurs de la ville de Toulouse, les autres partenaires éventuels. On est en discussion avec des partenaires un peu historiques comme le Parti Occitan. On a des discussions assez proches avec le Parti Pirate, mais surtout on est ouvert sur les acteurs de la cité, que ce soit les acteurs de l'environnement, les acteurs dans les quartiers. Nous présenterons un projet dans cette campagne, que nous voulons d'ailleurs une campagne de fond, qui parle de quelles propositions, quel avenir pour Toulouse, pour ses habitants. Il n'y aura pas que la régie publique de l'eau, même si effectivement ça a été un sujet qui nous a différenciés. Il n'y aura pas que la mobilité. On est déjà en campagne, on est déjà sur le terrain, sur les marchés, etc. pour faire entendre notre voix. Et on va le poursuivre effectivement et l'amplifier dans les semaines et les mois à venir. En bref, le kiosque est momentanément fermé pour travaux. Très prochaine réouverture. C'est donc, vous le voyez sur ces images, ce que l'on pouvait lire et ce que l'on peut lire sur le rideau de fer qui recouvre désormais. Et depuis ce week-end, le kiosque asiatique bien connu des Toulousains au Grand Rond. Les causes de cette fermeture sont en réalité tout autres. Vendredi midi, les gendarmes de la cellule spécialisée dans la délinquance financière, le CELTIF, ainsi que l'URSSAF, ont procédé à un contrôle. Ils se sont aperçus que la société fonctionnait sous couvert d'un prête-nom et que les 6 employés n'étaient pas déclarés.
fermé depuis une dizaine d'années et recevait de faux bulletins de salaire. Le kiosque a donc été fermé et sa gérante placée en garde à vue puis remise en liberté. Une enquête est en cours. Lors de la perquisition, une glacière comportant une forte somme d'argent liquide aurait également été retrouvée. 2 véhicules auraient été saisis. Sans transition, chapitre culture, la Ville Rose a reçu vendredi la visite de la ministre Aurélie Filippetti et d'un ex-ministre de la Culture, Jack Lang, inventeur et initiateur des FRAC il y a tout juste 30 ans. Les FRAC, ce sont les fonds régionaux d'art contemporain. Et pour célébrer cet anniversaire, une exposition collective a été organisée. Les Pléiades, c'est son nom, rassemble des œuvres de chacun des 23 FRAC de France. Maxime Van Oudendijk et Alain Sorat. Il va vous falloir prendre votre temps. Car les Pléiades, ce n'est pas vraiment une exposition, mais plutôt 23 à la fois. Chaque fonds régional d'art contemporain a laissé carte blanche à un artiste pour le représenter. La méthode, piocher dans les stocks d'œuvres existantes ou en créer de nouvelles. Résultat, 23 univers différents. Il y a plusieurs accrochages, plusieurs artistes invités, il y a des ruptures, il y a des salles qui jouent sur le caractère jubilatoire, il y en a qui sont peut-être plus introspectives, d'autres plus spectaculaires, il y a du son, il y a de l'image, il y a tous les médiums possibles, peinture, photographie, donc s'attendre à des surprises et à pouvoir approcher à travers les 30 ans des FRAC, 30 ans de création contemporaine finalement. Une exposition qui reflète notre société. Pas de régionalisme, mais plutôt une tendance à la mondialisation. Plusieurs artistes étrangers participent à l'événement. On ne peut plus penser aujourd'hui l'art du XXIe siècle avec ses courants ou ses mouvements. C'est des individualités qui suivent effectivement aussi l'air du temps. Il ne faut pas se leurrer, les artistes sont dans la même vie que nous. Il y a des artistes qui sont dans plusieurs FRAC. On voit Michel Blasi qui est au Galeries Lafayette, mais qui est aussi dans la collection du FRAC Basse-Normandie. Il y en a qui sont collectionnés plus spécifiquement par un lieu. Il n'y a pas des spécificités artistiques régionales. Ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit. Au total, les Pléiades mettent en scène plus de 250 œuvres sur 4 niveaux. Vous avez jusqu'au 5 janvier 2014 pour les découvrir. Et je vous le disais, l'actuelle ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, était donc présente à Toulouse vendredi. Elle nous a accordé une interview exclusive. Jean-Marc Lucas lui a notamment demandé si l'enseignement artistique a été oublié en France. On l'écoute. L'éducation artistique et culturelle a été sacrifiée. Il y avait eu un plan mis en place par Jack Lang et Catherine Tesca et malheureusement il a été interrompu ensuite. Aujourd'hui, avec Vincent Peillon, on a la volonté de faire de l'éducation artistique et culturelle une priorité pour tous les jeunes de ce pays. Ça veut dire que c'est inscrit désormais dans les programmes scolaires, dans ce qu'un élève doit avoir comme parcours tout au long de sa scolarité et chaque année. Et dans le cadre de la réforme des programmes que Vincent Peillon va mettre en place, eh bien, ce parcours d'éducation artistique va être l'une des 4 priorités, avec notamment un livret qui permettra aux élèves de suivre, de conserver la trace de toutes les activités auxquelles ils auront participé. Alors on dit en même temps que les budgets baissent partout. Est-ce que c'est une façon de mutualiser les moyens ? Moi, pour ce qui est du ministère de la Culture, j'ai augmenté les crédits concernant l'éducation artistique et culturelle de 25% en 2 ans, ce qui veut dire que ça permet de financer 1000 projets supplémentaires en plus, donc les financer avec les collectivités locales. C'est un effort extrêmement important du ministère de la Culture, mais c'est ma priorité. Et donc même dans une période difficile budgétairement, j'ai dégagé des priorités qui sont justement l'éducation artistique et culturelle pour tous les enfants de France. Ça donne un éveil, c'est-à-dire que l'éducation artistique, c'est une façon de voir le monde différemment et pas que par les mathématiques ? L'éducation artistique, c'est 3 choses. C'est pratiquer, permettre aux enfants de pratiquer, d'avoir un éveil. Ça peut être à différentes formes de disciplines artistiques. Ici, on a vu du cirque, ça peut être du théâtre, de la danse, de la musique, de la poésie. Enfin, c'est la rencontre avec des artistes, donc par exemple avec des artistes qui viennent en résidence dans des établissements scolaires. Et c'est bien sûr le contact avec des œuvres, notamment grâce, par exemple, aux FRAC, Fonds régionaux d'art contemporain, ou grâce au partenariat avec des musées comme le Louvre et des musées partout en région. Et cela permet aux élèves, bien sûr, d'acquérir une culture générale, d'éveiller leur sensibilité et aussi d'avoir un autre regard sur l'école, un autre regard aussi sur eux-mêmes, sur leurs camarades. Ça leur permet finalement d'avoir davantage confiance en eux-mêmes, ça leur permet d'apprendre à s'exprimer, de savoir qu'ils peuvent s'exprimer par d'autres biais que les expressions plus traditionnelles, que le langage écrit, qu'ils peuvent aussi trouver dans l'art un moyen d'expression et donc un moyen de se sentir mieux dans le monde.
Vous parlez beaucoup du Louvre, alors je sais que la France est jacobine. Par rapport aux régions, les régions n'ont pas assez de musées de grande valeur? Si, mais le président du Louvre a été chargé d'un rapport par Jean-Luc Martinez sur l'éducation artistique. Et donc, il a proposé qu'il y ait 70 établissements culturels, donc partout en France, qui se mettent en réseau. Et donc, il y aura des grands musées de région, bien entendu. Et il y aura aussi des établissements de spectacles vivants, théâtre, danse, etc. pour donner aux établissements scolaires la possibilité de nouer des partenariats avec eux, de construire des parcours d'éducation artistique. Et le Louvre mettra aussi en place, au sein d'une de ses ailes, l'aile Richelieu, une aile entièrement dédiée à la fois aux élèves, aux jeunes, aux enfants, mais aussi aux enseignants pour acquérir la pratique de l'enseignement artistique et culturel. Merci. Merci. Et de la culture au sport, il n'y a qu'un pas que on va franchir avec vous, Pascal. Voilà, on va parler plus précisément de la formation des jeunes joueurs, les jeunes rugbymen au Pôle Espoir de Jolimont. Ils ont, ces jeunes, un double projet, la réussite scolaire et la réussite sportive. Alors Jérôme Bollock a suivi le parcours d'un jeune ailier qui évolue en Crabos, au Stade Toulousain, c'est-à-dire dans la catégorie des moins de 19 ans. Et il compte bien décrocher son bac grâce aux aménagements que lui propose le Pôle Espoir de Jolimont. On regarde. On s'amuse beaucoup sur le terrain, moi c'est ce qui compte avant tout. Sur le terrain ou dans une salle de classe, la journée de Rémi est des plus sportives. Ce matin, le jeune ailier planche sur une interro de physique, puis s'essaye aux STEPS en éducation physique et sportive, avec une vingtaine d'heures de cours pour préparer le bac et une dizaine d'heures pour espérer être un jour international. Le rythme n'est pas toujours simple à suivre. Ouais, parce que des fois il y a la fatigue du sport, des entraînements. Et donc c'est difficile, on n'a pas trop envie de réviser des fois ou de rester concentré, mais il y a d'année en année, la structure elle progresse, il y a des heures aménagées pour ça et c'est de mieux en mieux. À 17 ans, Rémi a déjà évolué en sélection nationale. Il a joué contre l'Angleterre l'an passé. En club, il fait partie de l'effectif des Crabos du Stade Toulousain. Il est au Pôle Espoir depuis 3 ans. On a de l'expérience au bout des 3 années. Donc on est plus autonome au niveau des entraînements, on sait quoi faire et puis on se développe plus rapidement qu'en club. 25 garçons de 15 à 18 ans évoluent au sein du Pôle Espoir. Entre compétition et études, la coordination est compliquée. Qui dit sélection nationale dit des absences qui sont très souvent sur le temps scolaire. Donc pour nous c'est une gymnastique très très dense que de coordonner tout ça, que d'essayer de faire que ces absences impactent le moins le cursus scolaire et surtout qu'on puisse les rattraper dès le retour de compétition. Certains élèves ratent en effet jusqu'à 2 mois de cours. Pour tous, un objectif, intégrer un jour le pôle d'entraînement et de formation de l'équipe de France des moins de 19 ans à Marcoussis. Pascal, le Pôle Espoir de Jolimont, à ne pas confondre avec le centre de formation du Stade Toulousain. Non, le Pôle Espoir de rugby de Jolimont dépend de la Fédération française de rugby. Il en existe 10, comme celui-ci, 10 en France. Il s'adresse aux jeunes âgés de 15 à 18 ans. Puis ce sont les centres de formation qui prennent le relais, si toutefois les jeunes sont intégrés dans les clubs pro de ces centres de formation. Les Pôles Espoirs sont implantés dans les établissements scolaires et ils sont financés par la Fédération française de rugby et l'Éducation nationale. L'objectif, c'est de former les futurs joueurs de l'équipe de France sur un plan sportif et scolaire, ce qui ne veut pas dire que tous finiront en équipe de France. Tout va dépendre de leur parcours sportif en club. Il faut savoir que 80 à 90% des joueurs en équipe de France sont issus des pôles espoirs, à part quelques exceptions comme Thierry Dussautoir qui a éclos assez tardivement dans le rugby. Quels sont les critères pour intégrer ces pôles espoirs ? Le premier critère, il est sportif. C'est la Fédération française de rugby qui va repérer au cours de championnats de jeunes des joueurs à fort potentiel rugbystique. Puis la Fédération transmet les dossiers dans les établissements scolaires. Et là, il y a une deuxième sélection qui, cette fois-ci, est basée sur les résultats scolaires. Alors, il y a une formation, on l'a vu dans ce reportage, mi-scolaire, mi-sportive. Est-ce que ça veut dire que pour autant, ils suivent un cursus lycée classique ? Oui, ils préparent le bac, bac général, bac techno, bac pro. On peut aussi passer un CAP au Pôle Espoir de Jolimont. Mais bon, la formation ne se fera pas au sein même de l'établissement, mais dans un autre établissement. Est-ce qu'ils réussissent leur scolarité ? Alors, la grande majorité de ces jeunes rugbymen s'orientent vers le bac ES. L'an dernier, sur les 8 joueurs en terminale, 6
ont eu leur bac, alors que 5 d'entre eux ont porté le maillot bleu durant l'année dans leur catégorie. Ils passent les mêmes épreuves que les autres candidats au même moment et ils ont du mérite parce que leurs études sont fortement perturbées par les sélections. Il faut savoir que le calendrier se densifie dans les jeunes catégories et c'est une véritable volonté de la Fédération française de rugby, développer les rencontres internationales entre jeunes pour qu'ils se frottent le plus rapidement possible au plus haut niveau. Il y a 5 ans, par exemple, ces jeunes étaient en moyenne absents 15 jours durant l'année. Aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à 2 mois d'absence sur une année. Ce ne sont pas 2 mois cumulés, hein, ce sont des semaines par-ci par-là, d'avril à du mois de janvier au mois d'avril. Alors on va prendre l'exemple d'Arthur Bonneval, qui est le fils d'Éric Bonneval, ancien international et joueur emblématique du Stade Toulousain. Comme papa, Arthur joue au Stade et l'année dernière, l'année de son bac, il a été absent 8 semaines en raison des compétitions internationales à 15 et à 7. Il a bénéficié d'aménagements et de cours particuliers au sein du pôle Espoir de Jolumont et il a décroché son bac. C'est un bel exemple de motivation. Merci Pascal. Quand reprenez-vous le MAC du Stade? Le 1er avril. C'est un lundi, vous viendrez nous en parler sur ce plateau. Avant de refermer cette page sportive, un coup d'œil aux résultats des clubs toulousains ce week-end. Un Stade pas récompensé de ses efforts et un TFC qui repart bredouille de Paris. Les détails avec Samuel Prieur. Les semaines se suivent et se ressemblent pour le Stade toulousain. Intraitable à Ernest-Vallon, les Rouges et Noirs se retrouvent en difficulté à l'extérieur. À Aimé-Giral, contre Perpignan, les joueurs de Guinoves étaient à 2 doigts de briser la mauvaise série. Largement dominé en première période, c'est sous l'impulsion de Johnston et McAllister notamment que la révolte a sonné. Sébastien Bézi a inscrit le seul essai toulousain à la 58e minute. Les Rouges et Noirs ont ensuite fait le siège dans les 22 de l'USAP, mais ils ont péché dans le dernier geste. Score final 20-16 en faveur des Catalans. Au classement, le Stade est 5e du top 14. Du côté du Toulouse Football Club, déception capitale pour les hommes d'Alain Casanova. Battus 2-0 par le Paris Saint-Germain, les Toulousains étaient particulièrement remontés contre l'arbitre de la rencontre. Première erreur de l'homme en jaune, celle d'avoir sifflé un pénalty inexistant sur cette action, Spajic effectuant un tacle parfait sur Cavani. Et deuxième erreur, celle d'avoir annulé ce but de Ben Yedder, tout à fait valable dans les arrêts de jeu. Cela fait beaucoup, mais ce n'est pas tout. Monsieur Njimi aurait également pu siffler un pénalty contre le TFC sur cette main dans la surface de Dido en tout début de rencontre. 3 boulettes et de plates excuses une fois rentrés dans les vestiaires. Au final, les Violets ont logiquement été dominés par le PSG, pas de quoi donc polémiquer. Le TFC est désormais 14e de la Ligue 1 après 8 journées. Un mot du festival Ciné-Espagne avec ce soir la projection de Ilusión de Daniel Castro, un film déjanté sur un homme qui désire réaliser une comédie musicale mélangeant politique, histoire et humour. Un film à voir évidemment à la Cinémathèque de Toulouse ce soir donc. Et puis le festival du Verbe initié et porté par le poète-chanteur Dick Hanegard s'est achevé samedi, place du Capitole, par les fameuses joutes verbales et à 20h par la projection d'un clip de Danny Boone récitant des poèmes à bord d'une montgolfière. On va le voir dans quelques instants en compagnie de Dick Hanegard lui-même. Et tout cela, c'était au-dessus de Lafitte Toupierre, des images de Greg Lamazère et de Marc Auriol. On devrait voir Danny Boone. Voilà, le voilà. Dans sa montgolfière. C'était très joyeux. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, c'est Jean-Marc Léca que vous retrouverez à cette même place. Excellente soirée sur TLT.